Il puise son énergie dans la nature et de l'énergie, il en dépense, car sa vie est tout entière tournée vers ceux et celles qui ont besoin d'aide et soif d'espoir. Même s'il a travaillé longtemps dans la région de Québec, ses racines sont d'ici, son pays de Charlevoix, où il est né. On le croise régulièrement dans les hôpitaux, mais ce ne sont pas les corps qu'il soigne, mais plutôt les cœurs. Aujourd'hui, à TVCO, l'abbé Rosaire Leblanc se souvient. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Monsieur l'abbé. C'est un plaisir, oui, Monsieur Leblanc. un plaisir qui est partagé. Puisque, comme vous savez, le but un peu de l'émission, hein, c'est de faire connaître des personnalités déjà connues, mais pour ce qu'ils sont, d'une façon plus secrète de leur personnalité. Je vais vous poser une petite question en rafale. Vous me dites si oui ou non, ça vous touche, ça vous ressemble. OK. Est-ce que vous êtes un homme sensible? Oui. Oui? Oui. Sociable? Oui, très. Ouais. Bon sens de l'humour? Oui, aussi, c'est important. Un raconteur? Plus ou moins. Un musicien? Oui, à mes heures, je l'ai déjà été plus. Actuellement, c'est plus à un niveau de pause, là, mais j'ai encore tous mes instruments. OK. Un danseur? J'ai été un danseur, oui. Ah ouais. Ouais. Un bon cuisinier? Ben, bon, c'est peut-être beaucoup, là, mais cuisiner, oui, je me dépanne bien. Oui. Oui. Un homme de famille? Oui. Oui. Donc, un homme de confiance? Oui, je pense, oui. Mm-hmm. Sérieux? Oui. Oui. Toujours à l'heure? Oui, la ponctualité est importante, oui. Est-ce que vous diriez que vous êtes ordonné? Oui, aussi, oui, Ouais. je suis quelqu'un d'ordonné, oui. Mais franchement, on trouve peu de défauts, là. Ah, ben, il y en a. Donc là, on va y aller plus de façon chronologique. OK. On va essayer de vous apprendre, de vous connaître autrement. OK. Donc, parlez-moi de vous. D'où vous venez? Est-ce que vous venez de Baie-Saint-Paul, de... Oui, moi, je suis originaire de Baie-Saint-Paul, vraiment un charlevoisin bien enraciné dans le milieu. Je suis né dans le coin. Mes parents sont originaires aussi de Charlevoix. Mon père, Robert Leblanc, ma mère, Marguerite Lemieux, tous les deux de Baie-Saint-Paul. J'ai entendu dire que vous étiez un petit Leblanc de la rue Leblanc. Oui, oui. On a demeuré là longtemps, oui, sur la rue Leblanc, là. Oui. Donc ça, c'est vraiment votre famille, là. Oui, du côté du grand-père, du côté de grand-père paternel, là. Oui, oui, oui. Oui, M. Arthur Leblanc, ouais. OK. Qui était contracteur forestier, alors il embauchait beaucoup de personnes. Il y avait des chevaux à l'époque, évidemment, c'était un contexte très, très différent au niveau travail, là. Alors, comme il était un employeur important dans le secteur pendant de longues années, on avait nommé cette rue-là... En son honneur. Oui, c'est ça. Puis vos parents, eux, ils travaillaient dans quel domaine? Mon père était aussi entrepreneur forestier. Il a fait des études un petit peu plus longues, mais évidemment, quand il est arrivé à la fin de ses études pour aller sur le marché du travail, l'appel de la forêt est arrivé. Alors, c'était plus fort que lui. Il a essayé de travailler un petit peu dans le domaine du travail de bureau. Là. Il avait fait un cours à l'Académie commerciale de Québec. Et puis, lui aussi, un peu, il a suivi les traces de son père. Il est devenu entrepreneur forestier aussi. OK. Donc, si je comprends bien, l'appel de la nature, ça se transmet de génération en génération. Oui, oui. Moi, j'ai pas été entrepreneur forestier, là, mais l'appel de la nature est bien enraciné en moi, là. Wow, Monsieur Leblanc, ça c'est vous. Vous avez quel âge là-dessus? Oui, peut-être une quinzaine d'années environ. Alors, c'était au chalet familial. Mon père avait acheté une terre à bois quand il a décidé de revenir dans la région. Alors, on avait un petit chalet, un Puis là, lac. vous tendiez des collets? Oui, on tendait des collets. On faisait des bonnes prises là, avec des collets lièvres, perdrix. OK. Hein? En tout cas, vous êtes beau sur cette photo-là. Vous avez l'air épanoui. C'est mon frère Martial. On a 5 ans de décalage, 5 ans de différence, les deux. OK. Et puis, j'ai 2 sœurs.
Ouais. Est-ce que vous vous entendiez bien enfant? Est-ce que vous avez joué ensemble beaucoup? Ah, ça, c'est votre famille, justement, Ouais. vos Ouais. sœurs? Ça, c'est ma famille, mes parents. On est tous à un niveau adulte sur cette photo. Alors, mon frère Martial, ma sœur Marlène, j'ai ma sœur France à Ouais. l'extrême gauche, mes parents au centre. Oui, c'est ma famille. On s'entend très bien, un bon Ouais. niveau de relation au plan familial. Alors, quand vous étiez petit, quel type d'enfant vous étiez? Ben, j'étais un enfant, les premières années, évidemment, en ayant un décalage avec mon frère de 5 ans. Alors, les premières années, j'étais plus seul avec mes parents, ben, plus avec ma mère. Mon père, en étant entrepreneur forestier, était souvent parti, comme les gens qui travaillaient en forêt à l'époque. Hein, c'était un créneau d'emploi important. Étant un petit peu plus vieux, ma mère s'ennuyait bien gros de mon père. C'était un peu normal. Ah oui. Alors, mon père a choisi de construire un camp dans le domaine où il était, entrepreneur forestier, pour que ma mère puisse y aller. Donc, moi, j'ai passé pratiquement 3 ans en forêt aussi. Avec... Juste l'été, là. Ah non, c'était à l'année, là. À l'année? Ah bah oui, j'ai connu le rythme des saisons, les arbres. Ça, c'est avant d'aller à l'école. là. Avant d'aller à OK. l'école, ben oui. OK. Alors, ma mère était là. Mon père avait organisé un genre de petit casse-croûte pour occuper ma mère, pour les gars de bois qui venaient acheter des petites cochonneries à l'époque, là, des breuvages, chocolat de chip, des choses comme ça. Il était dans quel coin, ce camp-là? C'était pour la compagnie Saint-Anne-Power à l'époque, sur les terres du séminaire de Québec. Ouais. OK, OK. Ouais. Fait que là, vous avez été obligé de revenir à Baie-Saint-Paul quand l'école Oui. a commencé. Quand est arrivé le niveau scolaire, bien évidemment, ma mère est revenue à Baie-Saint-Paul. Mon père venait de façon assez régulière, peut-être au mois. C'était pas beaucoup plus que ça. Alors, les premières années, bien, c'est sûr que c'était les randonnées avec ma mère, puis avec les petits voisins autour de la maison. Est-ce que vous alliez passer vos étés au camp, au moins, quand il n'y avait pas d'école? Quand il n'y avait pas d'école, on demeurait à Baie-Saint-Paul. Mon père avait une partie de vacances. Pendant la période de l'été, le travail en forêt était plus au ralenti, là. OK. Alors, mon père était plus souvent à la maison l'été, là. Puis l'école, vous avez fait ça ici à Baie-Saint-Paul, vos Oui. études? Oui, j'ai fait mes études à Baie-Saint-Paul, au niveau primaire, à Baie-Saint-Paul au complet, secondaire aussi. Et puis, à la suite, à la fin du secondaire, ça se terminait au secondaire 4 ici, pour utiliser le vocabulaire d'aujourd'hui. À l'époque, moi, j'étais dans le cours, au niveau du cours classique. Alors, mais c'était l'équivalent du secondaire 4 aujourd'hui. Puis, il n'y avait pas de secondaire 5. La polyvalente de la Malbaie n'était pas en place encore. Alors, Puis à Baie-Saint-Paul, il n'y avait pas de polyvalente non plus à cette époque-là? Non, ça se terminait. Secondaire 4, OK. c'était au collège des Frères Maristes, là, derrière Tremblay. Oui, là, c'est ça, pour- l'école Thomas Tremblay. L'école le Thomas pavillon, Tremblay. Jacques Saint-Gelais-Tremblay, maintenant. OK, c'est ça. Alors, c'était le collège des Frères Maristes, que le cours secondaire se donnait là. OK, OK. Alors, j'ai fait mes 4 premières années de secondaire là. Puis là, suite à ça, vous aviez déjà des idées d'aller dans le domaine de la prêtrise ou plutôt... Ben, c'était vraiment, je dirais, là, enraciné un peu à différentes étapes de mon parcours de vie. C'est pas venu spontanément, là. C'est venu, là, à travers différents événements. Je regarde quand j'étais plus jeune, quand on a quitté la forêt pour revenir à Baie-Saint-Paul parce que le niveau scolaire approchait. Alors, je me rappelle des événements qui m'ont beaucoup marqué. J'allais avec ma mère, on prenait ce qu'on appelait affectueusement le chemin des Sœurs. Oui. Alors, le sentier où on rencontrait les petites franciscaines de Marie, toujours avec un beau sourire. On arrêtait toujours vivre un temps de prière à la grotte de la Vierge. On se rendait à la chapelle de la Maison-Mère. J'étais toujours impressionné de voir, à ce moment-là, j'avais 5-6 ans, j'étais tout jeune, j'étais impressionné de voir le Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus sur le dessus du maître-autel. On arrêtait à la grotte en revenant. Alors, tu sais, j'ai grandi, au fond, dans une famille croyante. Là. Oui, Mon oui, père oui. était très croyant, un homme d'émerveillement, de contemplation de la nature. Ma mère m'a appris les premières prières, les premiers balbutiements au plan de la foi. Mais là, après votre secondaire, est-ce que déjà vous aviez idée d'aller d'aller en théologie ou vous aviez plein d'autres Après- envies? Vous avez été étudié en quoi après votre secondaire? Après mon secondaire,
Après le secondaire, je suis allé, j'ai poursuivi mes études, je suis allé au séminaire Saint-Augustin à Cap-Rouge, mais j'avais choisi à l'époque de résider non pas sur le campus du séminaire Saint-Augustin, mais de résider sur le campus Notre-Dame-de-Foix, à la résidence des Frères du Sacré-Cœur, où le diocèse de Québec avait loué 2 étages pour des étudiants qui désiraient vivre un temps de réflexion autour d'un projet vocationnel où on avait un accompagnement régulier au plan spirituel à ce moment-là. Donc déjà, à 17-18 ans, ça vous travaille Oui, beaucoup. c'était pas défini, mais ça me travaillait, oui, évidemment. Là, j'y pensais. Après le séminaire Saint-Augustin, après le passage de Cap-Rouge, au fond, j'ai choisi à la fin, à la lumière du discernement qu'on avait au plan spirituel, de m'enligner, d'y aller au grand séminaire pour tout de suite après aller faire un baccalauréat en théologie, mais en étant séminariste, là. OK. Alors, donc, vous avez beau dire que c'était pas si clair, la ligne ben, était assez rendu à ce niveau d'âge-là, ça s'est précisé. Avant ça, c'est venu graduellement. Quand j'étais enfant, quand j'étais le début du secondaire, il y a eu comme un élément tournant qui a fait qu'à un moment donné, ça m'a comme enligné dans cette direction-là. Parce qu'à l'époque, à la fin du primaire, on devait passer des tests pour être admissible pour le cours classique. Et puis moi, ben, j'étais tempérament nerveux, paquet de nerfs. Puis, alors, évidemment, je réussissais bien au plan académique, mais tellement nerveux, là. Alors, le test d'admission, je l'ai échoué. Alors, ça a été mon premier échec. Ouais. Ça forme. C'est pas si pire, tu sais. C'est formateur, les échecs, faut le voir comme ça. Ah oui, ça nous permet de nous relancer. Mais j'ai eu quand même, à travers cet événement-là, je dirais, une situation vraiment privilégiée. Il y a un professeur qui a vu comment est-ce que j'étais désolé puis triste de ça, là. Puis pourtant, j'étais au primaire, là. À l'époque, on avait 7 années de primaire, là. Aujourd'hui, c'est 6 ans, mais à l'époque, j'avais fait une 7e année, moi. Alors, il y a un professeur du secondaire qui percevait un petit peu qu'il y avait une modification au niveau de ma manière d'être, mon attitude. J'étais plus songeur. Alors, il est venu jaser avec moi. Puis, ben, je lui disais que j'étais beaucoup triste de ne pas pouvoir faire le cours classique. Ben, je savais que j'étais capable, mais que j'étais trop nerveux. Alors, il m'a fait faire un examen de reprise. Puis, finalement, j'ai passé tout le monde. Donc, c'est lui qui vous a donné votre première chance. Il m'a mis en contexte où j'étais pas confronté à des situations de nervosité, là. J'étais surveillé, évidemment, là. Mais c'est un professeur qui m'a beaucoup marqué, ça. Ouais. Donc là, je pense qu'on va prendre une petite pause. On va écouter la chanson que vous avez choisie. On s'en reparle après. OK. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court. Wow, Monsieur Leblanc, Jean du Pays de Jules Vigneault, comment ça, c'est votre choix? Parlez-moi, pourquoi vous avez choisi cette chanson-là? Bien, particulièrement pour les paroles du premier couplet, où on dit « Le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. » Quelle belle phrase. Hein? Au fond, c'est une phrase qui me rejoint énormément, je dirais, dans ce que j'ai vécu dans l'ensemble de mon parcours de vie, puis dans ce que j'ai aujourd'hui dans ma situation d'homme prêtre au service des communautés chrétiennes pendant bien des années, maintenant dans le domaine de la santé. C'est la phrase qui me guidait tout le temps dans mes moments d'intervention, puis c'est une phrase qui rejoint, au fond, toute la personnalité de Jésus, qui a été quelqu'un qui s'est toujours efforcé de rejoindre les gens en leur faisant pressentir qu'il était important, qu'il était digne d'être aimé, qu'il avait besoin de l'aide, que l'amour, qu'il y a toujours un mouvement au plan de l'amour. Il y a un mouvement d'aller, mais aussi de recevoir, de donner. Alors, puis aussi, à travers ce que j'ai vécu avec la jeunesse aussi, ça m'a toujours servi généreusement, je dirais, ces paroles-là.
puis en lien avec le fondateur du scoutisme. J'ai fait 15 ans de scoutisme. Alors, Robert Baden-Powell, évidemment, je l'ai lu d'un bout à l'autre. Alors, un élément qui me rejoint aussi, j'aurais pu choisir ça aussi comme élément marquant. Robert Baden-Powell, sur le testament de sa fin de vie, il exprime des choses aux jeunes en disant, au fond, je vous souhaite de mettre en valeur tout ce que vous avez de beau, de bon en vous, puis de croire fondamentalement à ce que vous êtes. Puis n'oubliez jamais que l'important, c'est, j'espère que vous aurez ce même sentiment que moi j'ai. Moi, lui, il était en fin de vie, il dit, j'espère que au moment où je vivrai le temps de passage de cette vie à une autre, j'aurai la pleine conscience que j'aurai laissé ce monde un peu plus beau qu'au moment où je suis né. Alors, c'est vraiment toute la dimension de donner le meilleur de nous-mêmes, faire de son mieux dans le scoutisme, puis au niveau de la jeunesse aussi. Et parlant de cet amour-là, le « je t'aime », est-ce que pour vous, ça a été un gros deuil d'aller vers la prêtrise plutôt que de créer une famille, que d'avoir des enfants? Bien, c'est une question de choix. Hein. C'est sûr que en amour, qu'on soit en relation avec une fille qu'on aime, puis qui nous aime, puis c'est un mouvement d'amour fondamental, c'est dans une réciprocité qui fait du bien de part et d'autre. J'ai vécu, au fond, ces situations-là en rencontrant des filles. J'ai eu des copines extraordinaires. J'en ai eu de Charlevoix. Ce sont maintenant des femmes exceptionnelles, d'une grande beauté intérieure, qui sont mariées. Bon, ben, alors, j'en ai connu dans la région de Québec. Alors, mais c'est une question de choix au plan de l'amour. T'sais. Au fond, ma réflexion n'a pas été de me dire je ne suis pas nécessairement fait pour me marier, mais je préfère, c'est dans l'ordre d'une préférence, d'un choix. J'aurais aimé avoir des enfants, j'en aurais eu certainement quelques-uns, mais je réalise aujourd'hui, évidemment, comme prêtre, bon, on est célibataire, c'est sûr qu'il y a du positif, mais en même temps, pas nécessairement du négatif, mais des volets plus difficiles à vivre à certains moments. Oui, ça, c'est incontournable. Oui, il y a des deuils. Vous l'avez jamais regretté de ne pas avoir eu de famille? Non, ça, j'ai jamais regretté. Non, parce que je considère que j'ai une multitude d'enfants. Oui, c'est vrai. Dans le sens que quand des gens viennent me rencontrer, me partagent ce qu'ils vivent, qui me partagent leur soif, leur joie, leur peine, leur déception, leurs blessures au plan de la dimension du cœur. On me dit, au fond, c'est un peu la vocation des parents, hein, qui sont proches de leurs enfants, qui ont le souci du meilleur de leurs garçons, de leurs filles. Alors moi, en accompagnant, au fond, des gens, ben au fond, c'est une pratique de paternité, c'est une forme de paternité différente. Mais c'est une forme de paternité qui, moi, dans mon cas, m'a toujours épanoui puis rendu heureux, là. Puis toujours encore aujourd'hui, là. Ça, c'est au moment de mon ordination par Monseigneur Louis-Albert Vachon. Vous aviez quel âge à votre ordination? J'avais 30 ans, moi. OK. Ouais. C'est pas... Oui, 30 ans. Alors, c'est la remise de la coupe et de la patène que mes parents, ma famille m'a offert. Alors, ça, c'est mes parents. Puis moi, là, après mon ordination... oui, c'est à Baie-Saint-Paul. À l'église de Baie-Saint-Paul, je reconnais le maître-autel. Donc ça, c'est le jour de votre ordination aussi? Oui, ça, c'est le jour de mon ordination. Je donne la communion à mon père. C'est la première fois que vous donnez la communion à votre père? Oui, la communion à mon père, ma sœur Marlène qui est à côté. Actuellement, je suis plus dans le domaine de l'accompagnement spirituel. J'ai été pendant 29 ans, je dirais, temps plein dans le ministère paroissial, là, prêtre de paroisse. Là. Alors, ça, j'ai adoré ça. C'est un ministère que j'ai aimé profondément. Et en même temps, ben,
À la suite de mes études en théologie, après ma maîtrise, j'avais fait quelques stages d'insertion dans différents groupes. J'avais comme le besoin de me perfectionner un petit peu au niveau de l'accompagnement. Alors, je suis retourné à l'université pour aller me chercher un peu des outils en psychoéducation, en accompagnement spirituel, sur une base intensive. Parce qu'en paroisse, je vivais beaucoup de situations d'accompagnement. Il y a bien des gens qui venaient, puis comme je travaillais beaucoup avec de la jeunesse, souvent j'avais des appels, des gens qui m'appelaient. Bon, si tu fais asseoir, là. Bon, c'est pas difficile à décoder. Hein? Au fond, bagarre, viens faire un tour. C'est ça. Alors souvent, alors j'avais besoin d'aller me chercher des outils. Avez-vous l'impression que les gens sont de moins en moins croyants? Vous avez l'impression que la religion est toujours aussi importante avec les gens malades, avec les gens que vous accompagnez? Moi, j'ai été agréablement étonné. J'intuitionnais au point de départ, avant de commencer, que pour l'avoir moi-même vécu, là, quand on est confronté à des situations de peine, d'inquiétude, de démobilisation au niveau du corps ou du cœur, la plupart du temps, nos yeux se lèvent vers le ciel, puis on essaye à s'adresser à celui qui est plus grand que nous. Alors, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accompagnement, moi, j'ai réalisé que même les gens qui se disaient des fois athées d'emblée, là, que la dimension de la spiritualité, elle est là. Okay. Moi, j'ai la conviction profonde que la dimension de spiritualité fait partie inhérente de tout être humain. Oui. Hein? La quête de sens, c'est pas parce que tu es incroyant que tu te poses pas de questions, là. C'est sûr. Ah, tu t'en poses des questions. Pourquoi ça m'arrive? Comment ça? Puis pourquoi moi? Puis à mon âge, comment ça? Oui. Un accident, j'ai été prudent. Pourquoi? Ah oui. Quand j'étais à l'Enfant Jésus, je me dis, bon, traumatologie pour soins intensifs, c'est incroyable. Les accidentés de la route. Alors, les familles en démobilisation, vraiment incroyable. Alors, la quête du spirituel, elle est là. Donc, votre travail d'accompagnateur spirituel, ça, c'est pour durer, là. On va en avoir besoin encore durant de nombreuses générations, peut-être. Oui. Le travail d'accompagnement au plan spirituel, oui, puis c'est reconnu par le ministère de la Santé, au fond, dans la dimension de l'approche globale des soins. Actuellement, notre rôle puis notre titre d'emploi, c'est plus aumônier d'hôpital ou animateur de pastoral, c'est intervenant en soins spirituels. Alors, on considère que l'accompagnement qu'on fait au plan spirituel, ça rentre dans la dimension des soins à apporter au niveau du cœur. Il y a un événement qui m'a vraiment beaucoup marqué, je dirais, dans l'ensemble de mon parcours. Je me dis, le professeur qui m'a permis de faire un examen de reprise, c'est M. Roland Boilly. Et dans mon travail d'accompagnement, quand j'étais à Québec, je travaillais à l'hôpital Saint-Sacrement, j'étais à l'hôpital général de Québec, à l'hôpital L'Enfant Jésus. Puis les fins de semaine, on était sur rappel pour l'ensemble des hôpitaux de la Ville de Québec. On couvrait 36-37 établissements, dont les 8 hôpitaux. Alors, c'est un samedi soir, je crois. J'ai eu un appel, peut-être vers 10h30, 11h de mémoire. J'arrive, on sait toujours que c'est des situations vraiment là, de soins critiques. Alors, en rentrant dans le cabicule des soins intensifs, la personne, il y avait une maman avec un monsieur étendu sur son lit, puis sa fille. Alors, sa fille se tourne vers moi, puis en ouvrant la porte du cabicule de soins intensifs, elle dit « Rosaire ». C'était la fille de M. Roland Boilly. Et c'était M. Boilly qui m'a permis de... Bon. Puis M. Boilly était, je dirais, inconscient, puis il était en état, là, je dirais, de passage définitif vers l'autre vie. Il était très, très sédationné. Sa femme pleurait, on n'a pas eu de retour. Là, ça fait 2 jours qu'on n'a pas d'échange de paroles, de mots. Il n'y a plus beaucoup de réactions. Je me suis placé à côté de M. Boilly, j'ai pris la main, puis je lui ai confié ce que j'ai vécu, moi. Qui avait changé votre vie. Qui a changé mon parcours. Puis ce que je vis aujourd'hui, que ça me touche profondément. M. Boilly a ouvert les yeux, puis il m'a fait un sourire. Oh, wow! C'est incroyable.
que vous avez, je sais pas, une leçon, un message, quelque chose que vous voudriez léguer aux plus jeunes? OK. Ouais. Ben, moi, Dans votre sagesse, là. dans ma sagesse, Ouais. oh, j'en ai tellement à acquérir encore de la sagesse. Ah, ben ça, c'est très sage. Vous voyez? Moi, ce que je dirais aux jeunes, même aux plus vieux aussi, au fond, c'est ne jamais douter de soi. Hein. C'est ce que j'ai exprimé de bien des manières à travers des approches pédagogiques différentes, mais toujours autour de cette réalité, de centrer la personne, particulièrement le monde des jeunes, qui vivent dans un contexte qui n'est pas facile, là, avec beaucoup d'insécurité. Puis avec ce qu'on vit comme contexte de pandémie, là, c'est pas drôle pour eux autres non plus. Les ados, là, qui ont fondamentalement besoin de se rassembler, ne peuvent plus. Alors, ne jamais douter de ce qu'ils sont, de leur histoire, d'où ils viennent, de ne jamais douter qu'au plus intime de leur cœur, il y a du beau, il y a du bon, il y a du bien. Ouais. Ça, là, peut-être qu'ils ne le voient pas tout de suite, mais ils ont peut-être besoin de quelqu'un pour les aider un petit peu à débroussailler, parce que du beau, du bon et du grand, il y en a là-dedans. Puis je dirais aux jeunes, essayez de prendre un moment pour vous arrêter, puis d'essayer de trouver dans votre parcours de vie de 10, 15 ou 20 ans, un événement, juste un, qui vous a rendu le plus heureux dans votre vie. Je suis persuadé que vous allez cibler un événement où vous vous êtes senti aimé. Oui, puis t'y rattacher. Vous êtes senti aimé par quelqu'un, puis reconnu, puis respecté dans ce que vous êtes fondamentalement. Fait qu'au fond, moi, je dirais aux jeunes, essayez de tendre vers ça. Parce que c'est là le chemin du bonheur. Hein. En tout cas, M. Leblanc, vous êtes un homme bon. Ce fut tellement un plaisir de passer cette demi-heure-là avec vous. Là. Je vous remercie. Bien, ça m'a fait plaisir. Le plaisir était pour moi. Je suis très heureux. Merci beaucoup, Mme Pelletier.